Il y avait une cuisinière à charbon et un moulin à café en bois, cubique, verni, surmonté d'un petit dôme en fer et d'une manivelle. Je versais le café en grains par le haut, tournais la manivelle, comme avec les boîtes à musique des enfants plus tard. Chez nous, quand on était petit, pas de boîte à musique ni de manège. Le manège, on le regardait tourner avec les autres enfants dessus, mais pas nous. Chez nous, il n'y avait pas d'argent. Est-ce que je tenais le moulin à café entre mes cuisses? Il me semble que oui, et que cela prenait un certain temps. La sensation des grains durs en train d'être broyés se communiquait à la main, avec le bruit que cela faisait. L'odeur se déployait quand finalement on ouvrait le petit tiroir au bas de la boîte pour en retirer le café moulu, le déposer dans le filtre au-dessus de la cafetière en émail et y verser petit à petit l'eau en train de bouillir dans la casserole sur la plaque en fonte de la cuisinière. Comme on le voit, ça se passait durant la préhistoire. Je sortais juste de l'adolescence. La nuit, la mer mugissait. C'était il y a longtemps, j'avais 18-19 ans, j'étais toute seule dans la maison, isolée au bord de l'océan. Je l'avais louée meublée à une vieille dame trop vieille qui était partie vivre chez ses enfants. Il y avait des thermomètres en fer, dehors et dedans. L'homme dont elle était veuve ayant donné son nom à une marque de ces instruments qu'il produisait industriellement. Il ne faisait jamais très froid, dès janvier-février, les mimosas fleurissaient, et je m'étendais sous eux en maillot de bain, milliers de micro-soleils jaunes suspendus, tandis que dans la maison, des boulets de charbon rougissaient doucement dans la cuisinière en fonte. Seul moyen de chauffage. En fait, c'était seulement une maison de vacances pour la belle saison. Une petite villa bâtie sur la dune à l'abri des pins. Une allée de sable la bordait, puis c'était directement l'infini, du moins jusqu'aux rives invisibles du Nouveau Monde. Elle avait été construite avant le temps du confort moderne. Plus tard, une minuscule salle de bain y avait été introduite, dans le seul espace qu'on avait trouvé, un placard. Cela me rappelait une autre salle de bain miniature que j'avais vue aménager quelques années plus tôt, dans un château en Charente-Maritime. Celle-ci se dissimulait derrière le tablier d'une vaste cheminée. Plus tard, j'ai vécu à Paris dans un appartement très haut de plafond, qui avait été jadis un couvent. La porte du fond de la cave, verrouillée, donnait, disait-on, sur un réseau de couloirs souterrains, permettant de fuir invisible à travers la ville en cas de persécution. Je fais depuis très longtemps des rêves récurrents, dans lesquels j'ouvre une porte de mon appartement, ou de ma maison, ou de mon château, et découvre qu'elle débouche sur beaucoup d'autres pièces. Peut-être, mais je n'en suis pas sûre, cela a-t-il commencé à partir d'une particularité d'un très humble logement où j'ai habité pendant quelques années à Bordeaux. C'était en fait un grenier, éclairé seulement par des lucarnes. Quand on se rapprochait des murs, on ne pouvait plus, à cause de la déclivité du toit, se tenir debout. Sur un côté de la petite pièce principale, une étroite porte en fer était incluse dans le mur, qui devait faire 50 cm de hauteur. Derrière, un espace sombre, dont on ne voyait pas les limites, servait de cave. Même en s'y faufilant avec une lampe de poche, on ne pouvait en distinguer le fond. Et à moins de se résoudre à y ramper à plat ventre, on ne pouvait s'y avancer. Ceci augmenta ma rêverie sur les passages secrets de cette interrogation. Et si certains donnaient sur des univers tout autres, inconnus, sans fin peut-être. J'y repensais des années plus tard, assise à une table de la bibliothèque Mazarine, la belle bibliothèque du prestigieux Institut de France à Paris, où j'allais un temps tous les jours écrire. Je repensais au mystère des passages secrets, en voyant les bibliothécaires là-haut sur les coursives en mezzanine disparaître sporadiquement derrière une étagère de livres qui pivotait juste le temps de leur passage et se refermer après leur disparition, sans qu'aucun indice ne laissât penser que ces rayons d'ouvrages anciens sagement alignés recelaient un tel dispositif. J'explore les passages du temps, architecture de l'esprit, corps et âme, où je vais la nuit, pénétrant toujours plus avant, ouvrant toujours de nouvelles portes. Le jour est le rêve de la nuit, le réel vit dans la nuit.
et de ce réel unique sortent, ahuris comme des nouveau-nés, les agitations et les figures malvoyantes du jour que les hommes appellent réalité.